Je voudrais vous donner une information. Vous voyez inscrite en bas de cet écran, confirmation à l'instant, depuis l'Élysée, c'est Emmanuel Macron qui publie ce tweet au sujet d'un de nos confrères, Frédéric Leclerc-Imhoff, qui a été tué en Ukraine tout à l'heure. Il était journaliste, il était en Ukraine, dit le chef de l'État, pour montrer la réalité de la guerre à bord d'un bus humanitaire aux côtés de civils contraints de fuir pour échapper aux bombes russes. Il a été mortellement touché. Je partage la peine de la famille, des proches et des confrères de Frédéric Leclerc-Imhoff, à qui j'adresse mes condoléances, à celles et ceux qui assurent sur les théâtres d'opération la difficile mission d'informer. Je veux redire le soutien inconditionnel de la France. Voilà pour ce message à l'instant du président de la République. Ce jeune homme, Frédéric Leclerc-Imhoff, était donc JRI, caméraman pour chez nos confrères de BFM TV. Évidemment, toute la rédaction ici, bien sûr, s'associe à la peine de la famille. Salue évidemment la mémoire de Frédéric, qui faisait un boulot, rappelons-le, absolument indispensable. Et là, je vais me tourner vers vous, Anastasia, parce que vous savez ce que c'est que la désinformation. Vous savez ce que c'est qu'une information qui n'est pas fiable, qui n'est pas vérifiée. Une guerre dans laquelle il n'y a pas d'image. Ce sont des conflits qui n'existent pas. Oui, et bon, je peux que présenter mes condoléances. C'est horrible. Il y avait une autre journaliste russe qui a été tuée. C'était une journaliste pour un média d'enquête, et je sais que cette rédaction, elle mène une enquête même. Est-ce qu'elle a été visée? Parce que auparavant, par exemple en Tchétchénie, les militaires russes visaient des journalistes. Il y a des cas concrets. Et bon, j'espère que c'était juste... j'espère que quand même c'était pas intentionnel. Mais à mon avis, il faut quand même faire des vérifications. Parce que, comme vous avez vu avec l'interview de ministre, la Russie insiste, c'est dur comme faire, qu'il y avait aucun civil qui a souffert, tout le monde est heureux, les réfugiés... ils partent tous vers la Russie. D'ailleurs, on les empêche de partir vers l'Ukraine. Donc, effectivement, visiblement, elle était dans un endroit très sensible. Et il faut vérifier ça. Il était dans un endroit très sensible. Il était manifestement, effectivement, en train de suivre un convoi humanitaire à bord d'un bus humanitaire aux côtés de ces civils qui étaient contraints de fuir. La difficile mission d'informer, vous l'avez faite, hein, Charline, parce que vous êtes partie longtemps. On a pas mal d'équipes. Tous les médias, d'ailleurs, ont des équipes qui sont parties sur le terrain. La zone est évidemment dangereuse, mais il faut montrer des images de la guerre. Sinon, je le disais tout à l'heure, cette guerre, elle n'existe pas. Les civils, il ne se passe rien pour eux dans ce cas-là. Exactement, et puis juste un mot, parce que Frédéric, en fait, on le connaît bien, nous. Hein. Même si on est sur des chaînes différentes, on travaille beaucoup ensemble, et il faut aussi dire que sur ces terrains-là, d'autant plus, en fait, on travaille main dans la main. Et Frédéric, c'est un excellent journaliste, et c'est un journaliste qui n'a pas hésité, en effet, à prendre ces risques. Malheureusement, ça rejoint, de toute façon, cette ville qui est bombardée depuis plusieurs semaines, plusieurs jours maintenant, et il y a ces reporters qui y vont, qui connaissent tout cela et qui font tout cela pour simplement rapporter des images, pour témoigner, pour rencontrer les personnes qui restent là-bas, les personnes qui sont piégées, qui ne peuvent pas forcément fuir. Et voilà, c'est avec voilà, on assiste à ce message. J'en perds un peu mes mots, forcément, c'est compliqué, mais il faut rendre hommage en effet à Frédéric, qui est un excellent journaliste. On le fait tous, on rend hommage à tout le travail des journalistes. Et Charline, vous me faites un petit signe, je vous laisse tranquille, vous me faites un petit signe si vous voulez intervenir, parce qu'évidemment, je comprends absolument de cette émotion, parce que d'autant plus quand on est en reportage, et d'autant plus quand on est dans un terrain de guerre, effectivement, on forme une famille, c'est évident, et bien entendu, tout cela est extrêmement douloureux. Un journaliste français tué dans un convoi humanitaire, Frédéric Dupuis, cette information, elle est évidemment, elle est au-delà du dramatique, elle est aussi extrêmement symbolique de ce que peut être la violence de ce conflit. Enfin, de ce qu'est la violence de toutes les guerres. Un convoi humanitaire. 50 journalistes sont morts l'année dernière. Comme le rappelle Reporters sans frontières, toujours se rappeler du courage et de la détermination et de l'importance du métier que vous et votre collègue exercez, et notamment pour donner ces images, permettre de mieux comprendre ce conflit. Ce n'est pas parce qu'il était français qu'il a été tué, peut-être était-ce parce qu'il était journaliste, à vérifier, l'enquête nous le dira sans doute. Mais en tout cas, s'il s'agissait bien d'un convoi humanitaire, c'est non seulement
le fait qu'il soit journaliste, mais qu'il y ait eu cette action délibérée, vérification d'usage évidemment à la clé, mais il s'agissait bien d'un convoi humanitaire. Donc il faut aussi avoir à l'esprit que, comme vous le disiez vous-même, en revenant sur Kherson, s'il n'y avait pas le travail des journalistes, nous ne saurions pas ce qui se passe à Kherson. L'Internet a été bloqué, les lignes téléphoniques coupées, il y a une russification avec des populations qui ont été déportées et des populations qui ont été installées, des populations russes qui ont été installées, des populations ukrainiennes qui ont été déportées. Donc toujours rendre hommage, et évidemment en adressant nos plus profondes condoléances à la famille du jeune journaliste tué. Et à ses collègues, évidemment, aussi nos confrères et nos consoeurs de BFM TV. Une question générale, parce que je sais que le travail de la presse a beaucoup évolué aux côtés de l'armée. On a eu un certain nombre d'ailleurs de vos collègues qui sont venus sur ce plateau qui nous ont dit, vous savez, au début, avoir un journaliste avec nous sur le terrain, c'est compliqué. Ils sont devenus finalement, eux aussi, tout en restant bien entendu extrêmement neutres. Il n'est pas question de prendre parti quand on est journaliste, on est là pour raconter ce qu'il se passe. Mais c'est devenu aussi l'image, une arme finalement. On a bien vu d'ailleurs depuis le début de ce conflit que ça pouvait être une arme, et on en parlait avec Anastasia tout à l'heure. L'armée, elle travaille comment avec la presse maintenant? D'abord, moi j'étais communicant pendant la première guerre du Golfe, en Yougoslavie et au Kosovo. Donc j'ai vu surtout l'évolution des militaires, c'est vrai, parce qu'en 1990-1991, les journalistes et les militaires n'étaient pas forcément des amis. Ils ne se parlaient pas et il y avait quand même un a priori mutuel sur ce que nous représentions les uns et les autres. Et j'ai vu au fur et à mesure du temps les choses évoluer. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, enfin, dans ce conflit russo-ukrainien, effectivement, je vois des équipes de journalistes, quelles que soient les chaînes, sur le terrain, qui restent justement, ce que j'ai dit il y a quelques instants, neutres. Ce qu'on n'a pas forcément connu dans le passé. Il y a des journalistes qui ont complètement évolué, qui font leur travail d'informer et non pas de désinformer, comme on parlait tout à l'heure, informer. Et puis, ils prennent des risques, comme d'ailleurs leurs anciens avant. Les correspondants de guerre, c'est un terme qu'on n'utilisait plus, mais pourtant, nous, ça veut nous dire quelque chose, correspondants de guerre, et qui prennent leur courage pour aller sur le terrain et rapporter ces informations. Et c'est vrai, comme tu l'as dit il y a quelques instants, si on n'avait pas ces informations sur le plateau depuis maintenant 3 mois, on serait un petit peu embêté pour répondre aux questions que vous nous posez. Mais pardon, je vais aller plus loin. Est-ce que la communauté internationale, est-ce que la communauté européenne et les États-Unis auraient réagi de la même façon à ce conflit si ce conflit avait été un conflit totalement sans images et sans communication? C'est une vraie question. Vous avez des exemples d'autres États, comme Israël à Gaza, qui ont verrouillé en 2008 ou 2010 tout le conflit pour empêcher tous les journalistes de pénétrer. Il faut quand même reconnaître que le poids de l'image, je ne parle pas du poids des paroles, ni des textes, le poids de l'image est terrible aujourd'hui dans notre société de communication. Et que toutes les photos, toutes les vidéos sont malheureusement en temps de guerre, c'est mon point de vue, on doit les maîtriser. C'est-à-dire aussi que les journalistes doivent savoir ce qu'ils doivent sortir ou ne pas sortir. Il y a quand même un impératif de sécurité nationale. Et je dirais que dans certains cas, les journalistes, dans le passé, sortaient tout ce qu'ils avaient à sortir. Ils n'en avaient rien à faire. Ils sortaient leurs images et on se débrouillait avec. Non, en temps de guerre, là, alors militaires et journalistes, je prends un peu mon temps, pour répondre totalement à votre question, c'est que militaires et journalistes ont appris à travailler ensemble. Mais c'est ça, mais c'est très important. Vous allez nous expliquer comment dans une seconde, Charline. On va d'abord rejoindre Bastien Auger parce que vous êtes à Bruxelles. Et c'est là que se trouve le chef de l'État, Bastien. Emmanuel Macron qui s'exprime donc sur les réseaux sociaux au sujet de notre collègue Frédéric Leclerc-Imhoff qui a été tué en Ukraine. Oui, exactement. Emmanuel Macron était déjà ici à Bruxelles en train de s'entretenir avec plusieurs partenaires européens quand en effet probablement ces équipes ont donc tweeté ceci. Je vais vous relire le message du chef de l'État. Journaliste Frédéric Leclerc-Imhoff était en Ukraine pour montrer la réalité de la guerre. Et puis Emmanuel Macron qui adresse donc ses condoléances à la famille, aux proches et aux confrères de Frédéric Leclerc-Imhoff et qui assure, dit-il, le soutien inconditionnel de la France à ceux qui assurent sur les théâtres d'opération la difficile mission d'informer. Merci beaucoup. Merci Bastien Auger. C'est évidemment des informations qui sont toujours dramatiques et qui remettent un peu les choses au bon endroit. On parlait à l'instant avec le général Charline du fait que les journalistes restent neutres évidemment, mais les journalistes sont aussi extrêmement conscients de ce qu'on peut dire et de ce qu'on ne peut pas dire. Peut-être vous pouvez nous expliquer. Enfin, sur le terrain, vous nous avez envoyé des images qui parfois étaient
trop dur pour être diffusé, par exemple. Il y a des choses, on a une certaine responsabilité quand même. Oui, parce qu'on s'adresse aussi à tout le monde. Donc, quand on va sur ce terrain-là, on sait ce qu'on peut voir. Et puis, mais on ne peut pas l'imposer à tout le monde. Ça, ce sont pour les images qui sont choquantes. Et puis après, il y a aussi les informations qu'on peut avoir. Parfois, ça va être, par exemple, lorsqu'on est en reportage sur une ligne de défense qui est une ligne secrète, parce que si on le révèle, eh bien, ça donne aussi un argument aux autres personnes. En fait, tout cela se mélange. Je dis qu'il faut être très conscient quand on arrive à savoir qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut diffuser, et tout cela en responsabilité, parce qu'évidemment, ce qu'on a en tête toujours derrière, c'est de savoir comment ça va être utilisé et qu'est-ce que nous, on peut révéler qui pourrait être préjudiciable à l'un ou l'autre camp. Nous, notre rôle, c'est ne pas être ni avec l'un ni avec l'autre. On peut faire dire tout ce qu'on veut à une image. C'est pour ça que c'est important ce qu'on appelle les plateaux incarnés, c'est-à-dire quand vous êtes, vous, sur place et que vous nous dites, bah voilà, on a tourné cette image-là, et je vais vous expliquer ce que c'est que cette image-là. En fait, c'est important. Oui, on avait, alors notamment avec les réseaux sociaux encore plus, mais beaucoup de commentaires parfois qui nous disaient c'est parce que vous êtes dans ce camp-là ou vous montrez quelque chose qui a été fait complètement ailleurs. Et là, c'est difficile. Donc, il faut absolument réancrer dans la réalité et puis surtout tenter de montrer sans faire de commentaires, sans aller juger. On est vraiment journaliste, on est factuel. Et donc, c'est ça qu'on doit sans cesse rappeler, mais tout en respectant ce qu'on appelle nos sources parfois, et puis aussi ce que le spectateur veut ou pas recevoir. Je voudrais aussi qu'on pense évidemment à Frédéric Leclerc-Imhoff qui avait 32 ans, c'était la deuxième mission qu'il effectuait en Ukraine. Il travaille pour BFM depuis plusieurs années maintenant et c'est manifestement un éclat d'obus qui l'a tué. Je voudrais qu'on souligne aussi le travail de ceux qui vous accompagnent, c'est-à-dire, bon, alors évidemment, il y a le rédacteur, ce que vous étiez vous êtes parti avec un caméraman et vous étiez vous la rédactrice, mais il y a aussi ce qu'on appelle les fixeurs ou les fixeuses, qui, sans eux, il n'y a pas de reportage, c'est impossible de tourner quoi que ce soit dans les pays en guerre. Nos fixeurs, ce sont nos yeux, nos oreilles, notre intuition, c'est tout ce qui nous accompagne, donc ce sont des personnes, des locaux, qui nous permettent d'avoir le lien avec l'habitant, d'avoir des contacts, de pouvoir tourner nos reportages. Pour le moment, c'est aussi ce qu'on on tente de savoir, d'avoir plus d'informations sur ce qui s'est passé. Mais quand on part avec un fixeur, nous, quand on part de Paris, on est deux. Donc rédacteur, celui qui a le micro, et le JRI qui a la caméra. Et puis on rejoint la troisième personne qui est le fixeur. Et le fixeur, quand bien même il n'est pas peut-être journaliste parfois dans la vie de tous les jours, à ce moment-là, c'est une équipe de 3. Et c'est ensemble tous les 3, c'est ce qu'on dit. Voilà, donc c'est vraiment un travail qu'il faut saluer et sans qui, en fait, on ne ferait rien. Sécurise. Ils vous emmènent partout, ils vous disent cette zone-là, trop dangereux, ils vous trouvent des témoins, ils vous racontent sa propre vie. C'est un boulot que vous avez fait, Anastasia, fixeur ? Oui, j'ai été plusieurs fois fixeuse pour les médias français, par exemple en Tchétchénie, et je connais des fixeurs en Ukraine. Aussi, je voudrais mentionner, il y a un réalisateur lituanien qui a été tué à Mariupol, mais son film est sorti à titre posthume. Ça s'appelle Mariupolis. C'était après sa famille qui a pu monter ces images. Donc ça m'a touché aussi beaucoup cette nouvelle parce qu'en quelque sorte, la personne vivra dans ces images, dans ce qu'il a tourné. Bien sûr. Je rappelle donc la mort de ce journaliste français Emmanuel Macron qui fait un long message sur Twitter pour saluer sa mémoire. Frédéric Leclerc-Imhoff était journaliste, il était reporter d'images, il était en Ukraine pour montrer la réalité de la guerre. Voilà ce que dit le chef de l'État. Il était à bord d'un bus humanitaire, il suivait une mission comme quand on part en reportage et qu'on appelle la rédaction en disant « Écoutez, j'ai la possibilité de partir à bord d'un bus humanitaire, il faut montrer aussi ces gens qui fuient ». Et puis voilà, alors évidemment, vous le disiez tout à l'heure, Frédéric Dupuis, on saura peut-être de façon un peu plus précise ce qu'il s'est passé, mais et de quoi exactement, enfin comment exactement il est mort, s'il était visé ou pas visé. Mais c'était un bus humanitaire, c'est-à-dire que ces civils qui fuient, ils sont aussi en danger systématique. Nous, c'est ce qu'on cherchait beaucoup aussi à montrer en fait en Ukraine, toutes les équipes de journalistes. Quand on va pour faire l'information, mais on veut aussi ce qu'on appelle mettre à l'honneur le travail de certaines personnes et suivre en fait ces humanitaires, c'est-à-dire dans des villes qui sont sans cesse bombardées, où il n'y a plus d'accès, où il faut aller chercher les civils. Notre travail à nous, c'est de montrer ces histoires, de montrer ces personnes qui sont courageuses pour aller sauver. C'est exactement ce qu'ils faisaient. Et c'est voilà, en fait, ça en dit. Voilà, je perds mes mots encore une fois.
On le comprend bien évidemment, bien sûr, Charline, hein, bien entendu, le chef de l'État, donc depuis Bruxelles, qui tweete ce message. Qu'est-ce que ça va laisser le fait que ce journaliste ait été tué? On se souvient, au début de la guerre, il y avait eu 2 journalistes qui avaient été tués, un de Reuters, me semble-t-il. Qu'est-ce que ça peut provoquer d'un point de vue justement, les 27 sont réunis aujourd'hui. Je ne voudrais pas vous décevoir sur l'importance donnée à la mort de ce journaliste. Vous avez combien de morts en Ukraine aujourd'hui par rapport effectivement à un mort occidental, même journaliste? C'est vrai qu'en Occident, on y est très sensible. On estime que le journaliste doit être protégé, ce qui n'est pas toujours facile en temps de guerre. Nous sommes en temps de guerre. Maintenant, on verra si par l'enquête, il y aura une enquête forcément pour savoir dans quelles conditions ce journaliste est mort. Comme vous l'avez très justement souligné, est-ce qu'il a effectivement été visé ou pas? D'après ce que vous avez dit, c'est un éclat d'obus. Donc, a priori, si c'est un éclat d'obus, c'est un tir. Alors là, on revient sur le deuxième argument que vous avez cité, sur un bus humanitaire. Donc là, ça a peut-être plus d'impact indirectement que la mort du journaliste. Hein. Je suis un peu brutal. Pardon, la question que je posais, pardonnez-moi, je me suis peut-être mal exprimée. La question, c'est de dire, OK, ce jeune homme, il avait 32 ans. Il exerce son métier de journaliste. On sait qu'il y a des risques, comme pour un militaire, par exemple, même si ça n'est pas le même engagement que l'engagement pour son pays, pour une armée. Est-ce que ça veut dire que la rédaction doit dire, c'est trop dangereux, on rentre? Et donc, est-ce que ça veut dire, par extension, les images de Severodonetsk, il n'y en aura plus. Ah non, je ne connais pas trop le fonctionnement de toutes les chaînes. Moi, je sais que vous êtes très soucieux ici de la sécurité des journalistes que vous envoyez sur le terrain. Donc, effectivement, on revient, je dirais, au principe du commandement, y compris chez les militaires. Est-ce que moi, chef, je laisse partir cette personne, ce soldat, ce sous-officier, cet officier sur le terrain dans une zone dangereuse en fonction de la mission qu'on lui donne et que je vais assumer éventuellement qu'il soit mort ou blessé après? Je pense que vous avez le même dilemme au sein de votre rédaction pour les journalistes. Maintenant, je crois après, la différence peut-être entre le militaire et le journaliste, c'est que le militaire n'a pas à dire non et que le journaliste peut refuser, et ce qui lui sera tout à fait, ça sera recevable. Ce sont des civils, ils ne sont pas là pour risquer leur peau, même pour apporter de l'information. Et je crois que c'est tout à leur honneur d'avoir fait cet engagement, de dire je vais sur le terrain rapporter l'information utile pour ma rédaction, mais il y a une responsabilité partagée. Il y a une responsabilité collective de la rédaction d'une part, et la responsabilité individuelle de dire je prends le risque d'y aller. Voilà, bon, on est dans le dilemme humain, hein, parce qu'on a sa peau à la fin. Il y a une évaluation des risques quand même aussi. Je voulais simplement le redire parce que c'est important et ça vient du cœur évidemment, et vous l'avez très bien dit Charline tout à l'heure. On est tous très peinés aussi, bien évidemment, ici au sein de la rédaction de LCI et de TF1, qui présente ses condoléances, bien entendu, aux proches et aux collègues de ce jeune homme, Frédéric, qui est mort tout à l'heure en Ukraine. On s'associe à leur peine, évidemment, de la même façon que le feront... que le fait le chef de l'État, que vous le faites tous autour de ce plateau, bien évidemment. Il est le 8e journaliste mort en Ukraine depuis le début de ce conflit, ça fait 3 mois, un peu plus de 3 mois. Voilà, donc toute la rédaction de LCI s'associe. Voilà le visage de Frédéric Leclerimoff, on voulait vous le montrer pour lui rendre hommage aussi. Je vous rappelle que ce jeune homme avait 32 ans, qu'il était en reportage dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, qu'il accompagnait un bus humanitaire qui manifestement a été attaqué. On saura peut-être comment. En tout cas, à l'instant, la ministre des Affaires étrangères exige une enquête transparente. Pour le moment, on n'en sait pas plus de ce qu'il s'est passé. A priori, un éclat d'obus dans ce bus. Elisabeth Borne a publié un message sur Twitter il y a tout juste quelques instants, la Première ministre, chef du gouvernement. C'est avec une immense tristesse que j'apprends le décès de Frédéric Leclerimoff en Ukraine. Tué en exerçant son métier, informé ne devrait coûter aucune vie. Mes sincères condoléances à ses proches, à la rédaction de BFM TV, à tous les journalistes. Nous sommes à vos côtés. Condoléances que tout le monde ici, autour de ce plateau, partage, bien évidemment. Emmanuel Dupuis. Oui, évidemment, on ne peut que répéter ce qu'on a dit les uns et les autres. Par contre, ce qui est un point très important qui a été rappelé par le ministre des Affaires étrangères, il faut savoir quelles sont les conditions dans lesquelles s'est déroulé ce drame humain. C'est un drame humain qui a touché évidemment la grande famille des journalistes, 8 journalistes, dont pratiquement une majorité d'Ukrainiens. Il faut aussi le rappeler. Les journalistes ukrainiens prennent un risque tout aussi calculé que leurs collègues européens et américains et occidentaux.
Mais je crois évidemment c'est le contexte. Severodonetsk était sous le feu nourri, dans le cadre de cette offensive, qu'il serait absolument inconcevable que les journalistes ne fassent plus leur métier. Car s'ils ne font plus leur métier, le but de l'adversaire est acté, qu'il n'y ait plus d'informations, qu'il y ait une opacité. Vous posiez la question tout à l'heure sur le fait qu'on ait eu beaucoup d'images pour cette guerre et que ça a changé la nature de ce conflit. Vous avez parfaitement raison. Entre 2014 et 2015, on a eu beaucoup d'images du Donbass. Quand il y a eu la majorité des victimes, 14 000 personnes sont mortes au cours de cette offensive. Mais entre 2015 et le 24 février 2022, quasiment plus personne n'en parlait. Et pourtant, il y avait des ruptures quotidiennes du cessez-le-feu, une ligne de contact qui était constamment en état de guerre, ou en tout cas en état de résistance d'un côté et d'offensive de l'autre. Donc les images sont absolument déterminantes pour, d'une certaine façon, faire prendre conscience à l'opinion publique ce dont il s'agit. Il y a un pays qui est agressé, il y a un pays qui est dans une logique de conquête territoriale de territoires qui ne lui appartiennent pas, qui met en danger des populations qui résistent et qui, d'une certaine façon, sont les victimes de ce conflit, avec la communauté internationale à témoin neutre, tiers parti. On a eu beaucoup d'images fournies par l'Ukraine, on a eu beaucoup d'images fournies par la Russie. Et si nous n'avions pas ces images fournies par votre rédaction et celles de vos confrères de BFM, eh ben on serait un petit peu dans une logique, là pour le coup, de propagande ou de désinformation. Oui, c'est ça. Vous êtes d'accord, Anastasia? Je vous donne la parole dans une seconde. Oh, oui, tout à fait. Je voudrais souligner que la Russie exerce la pression et elle distribue des images fausses et c'est inimaginable. Général, vous avez mentionné que vous avez travaillé en Yougoslavie et le mentionné Girkin, le premier commando de République de Donetsk, assume qu'il combattait en Bosnie en tant que local. Il y a un député de la Douma russe qui assume qu'il avait envoyé des bénévoles aux Cosaques dans le Donbass, mais lui-même, ce qui m'a choqué aussi, il assume qu'il avait influencé la perception de la guerre dans l'Ossétie du Sud en distribuant de bonnes images. C'est dans ce contexte qu'il faut travailler, c'est assez puissant. Moi, je regarde la propagande russe tous les jours. Bien sûr, elle influence la Russie, mais pas seulement. Il y a aussi un espoir de gagner du terrain en Occident, de persuader que les choses fausses sont vraies. Non, moi je vois simplement peut-être... bon, je ne vais pas revenir sur les histoires de propagande et de contre-propagande. C'était ma spécialité pendant pas mal d'années, lutter contre la propagande adverse. Quand on a commencé à comprendre qu'effectivement, depuis la Yougoslavie, qu'on était largement manipulés pas par les médias, mais par les États belligérants. Maintenant, je vais surtout revenir à la place du journaliste. Nous sommes sensibles à cela parce que le symbole du journaliste qui informe, c'était quand même un symbole de la démocratie. Et ça, il ne faut peut-être pas l'oublier. Alors, autant on peut avoir des remarques là-dessus, mais quand même, le fait qu'un journaliste informe, c'est la preuve qu'on a une certaine forme de liberté, et que cette liberté d'informer, avec les remarques que vous avez, les limites que vous avez citées tout à l'heure, il y a des limites forcément, c'est ce qu'on a peut-être appris depuis 30 ans, il y a des limites, mais la liberté d'informer, c'est un symbole fort de la démocratie. Et je crois que c'est ça qui est touché indirectement, sans vouloir faire un martyr peut-être de ce journaliste qui a risqué sa vie et qui en est mort. Mais néanmoins, c'est comme ça que nous l'interprétons, c'est ça qui est important, c'est le symbole de la démocratie. Voilà, et je pense que c'est ça qui a été touché aujourd'hui. Il faut aussi préciser quelque chose, d'ailleurs vous l'avez évoqué tout à l'heure, Charline, la différence avec un militaire, disiez-vous, c'est que le militaire il ne peut pas refuser, le journaliste il peut refuser. Si on vient vous voir en vous disant, Charline, je voudrais que tu partes en Ukraine, et que tu réponds, non, j'ai pas envie, je le sens pas, j'ai peur, parce que tu as le droit d'avoir peur, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que, je ne sais pas si je peux te demander, mais pourquoi toi, par exemple, tu as voulu partir en Ukraine au début ? Justement pour montrer en fait tout ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire que comme on dit, si personne relate, en fait on dit ce qu'on veut, et puis surtout parce qu'il y a des êtres humains au milieu de tout ça. Donc quand on parle de puissance, de forces armées, de guerre d'artillerie, et derrière tous ces mots, eh bien il y a des civils, il y a des enfants, des personnes âgées qui restent, et nous notre travail c'est d'aller montrer ce qu'ils vivent. Là en fait on en a une image, donc évidemment c'est un journaliste qui est touché, mais
ça en dit long, en fait, sur cette guerre. C'est-à-dire que derrière le mot guerre, qu'est-ce qu'on place derrière le mot guerre? Moi, c'est toujours la question que je me suis posée. Et il y a des personnes, enfin voilà, c'est toute une vie, et c'est pas simplement juste des bombes qu'on lâche comme ça, en fait. Ça, c'est grand de dire ça.